t'as pas le choix en fait, tu dois continuer. Et même si tu n'as marre, et je t'assure qu'il est 13 sur 13, on a tous pleuré à un moment dans cette épreuve, on n'a pas pleuré des douleurs, mais on a pleuré pour lâcher des fardeaux lourds qui en fait nous empêchaient d'être connectés à son souffle, et ben tu reprends à respirer. Parce que sinon, tu survis pas. C'est une question aussi forte que ça. Sentir comment les souffles te permet de rester en vie. Et dans cette épreuve des montagnes, d'altitude, des respirations et aussi des performances, tout cela est uni. Tu as l'aspect physique, tu as l'aspect mental, tu as l'aspect respiratoire, tu as l'aspect introspectif. Et c'est vrai que c'est difficile à décrire. Et même moi, avant de les faire, je n'avais pas tous ces éléments parce que je n'avais jamais fait. Dans cet épisode, je reçois le boss de la respiration, Léo Pelagotti. C'est le type qui m'a tout appris en respi. Et vous savez ce qu'il a fait en 2025, Léo ? Il a grimpé le Kilimandjaro avec un scotch sur la bouche. Et dans cet épisode, il vous explique tout. La science derrière la méditation, ça n'est pas de la magie. Il y a vraiment des bases scientifiques qui vous permettent d'aller dans cet état méditatif qui lui a permis, à lui et son groupe, de vraiment relever ce défi. Il nous explique l'aventure en elle-même. Quels sont les défis qu'ont dû surmonter le groupe pour réussir cet exploit incroyable. Et puis enfin, restez bien avec nous jusqu'au bout de l'épisode parce qu'il va vous donner, avec sa générosité habituelle, tous les protocoles d'entraînement pour se préparer à un tel défi, mais aussi de performance le jour J pour réussir en 24 heures l'impossible. Avant de démarrer, donnez de la puissance à cet épisode, likez, commentez, partagez, nous en avons besoin. C'est parti pour Léo. Léo Pelagotti, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon coach de respiration, c'est lui qui m'a enseigné la méthode Wim Hof, il est instructeur Oxygen Advantage, il est évidemment ultra spécialiste du biohacking, il a écrit 2 bouquins, peut-être même plus, enfin moi j'en ai que 2. J'en ai écrit 4. Tu vois, j'ai que la moitié. Bon bah écoute, il va falloir que j'ai les 2 autres pour compléter ma collection parce que c'est vraiment des bouquins de quasiment refuge pour moi, tu vois, des bouquins extrêmement hands-on, très pratiques, très manuels sur la respiration qui, dès que j'ai un petit doute, je sais que j'ai mes réponses dedans, donc je vais me jeter sur les 2 prochains. Il faut que je me mette à jour, j'arrive pas à suivre toutes les sorties, je m'en excuse. En tout cas, je suis content de t'avoir une nouvelle fois sur cette antenne, ceux qui le connaissent pas, ça veut dire que vous n'étiez pas encore abonné sur mon podcast il y a quelques mois, puisqu'il est déjà venu parler de biohacking, il est déjà venu parler d'entraînement par le froid, d'optimisation de la respiration. Je vous mets un épisode exemple ici, mais il y en a plein sur la chaîne, vous les trouverez sans aucun problème. Léo, merci de venir partager avec nous encore. Je sais que c'est toujours très très généreux. Et là, on a un super sujet pour aborder le biohacking et l'optimisation, la performance humaine en général, puisque tu t'es donné un défi complètement dingue, encore une fois. Tu m'as proposé de participer, j'aurais adoré faire ça, mais avec le développement de l'école, tous azimuts en 2025, on a ouvert 14 sites, en 18 mois, on est devenu un acteur majeur de la formation des entraîneurs en France. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à trouver du temps pour moi. Mais je reviendrai, et tu le sais, parce que j'adore passer du temps avec toi et bénéficier de tes conseils. En tout cas, c'était pas cette édition-là pour moi, mais tu vas nous raconter. On va faire comme si j'y étais. Yes, absolument. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais les refaire, Aurélien. Donc, la porte reste ouverte. Je n'en doute pas pour une que seconde. tu puisses vivre cette expérience aussi en 2026. Donc, pour aller vraiment dans les détails par la suite, mais d'abord sur la vision du projet, c'était de mettre en honneur la respiration comme un outil qui nous permet de s'élever plus haut d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi énergétique, d'un point de vue aussi spirituel, dans la vie de tous les jours, dans les sports, en faisant quelque chose qui n'a été jamais fait. Donc, essayer d'établir un nouveau record, un record du monde, pour sensibiliser tout le monde, pas que les alpinistes, pas que les gens qui se passionnent des montagnes, pas que les grands sportifs, pas que les coachs, mais vraiment tout le monde, en se disant, mais comment et pourquoi quelqu'un a fait quelque chose comme ça. Et les défis a été de monter au sommet de la plus haute montagne d'Afrique, qui est le Kilimandjaro, 5900 mètres. Donc on dépasse largement les 5000, on est pratiquement à 6000. Donc on est sur Ça des commence à altitudes, taper, voilà, des altitudes qu'on ne trouve pas en Europe déjà, il faut se dire, et des montées au sommet du Kilimandjaro avec un protocole assez particulier, c'est-à-dire ne pas
utiliser l'acclimatation au préalable avec des paliers où on dort, on marche et on s'acclimate à l'altitude. Et en plus, les faire sans pause, c'est-à-dire sans dormir, sans vraiment s'arrêter, juste marcher du bas jusqu'au sommet, de façon continue et avec un scotch sous la bouche. Ça, c'est un peu l'élément peut-être le plus déstabilisant de toute l'histoire, parce qu'on peut se dire, OK, je vais marcher, je vais au plus vite au sommet d'une montagne sans acclimatation. Quand on y pense, ça va être difficile au niveau de la respiration. Donc, de se dire, je mets un scotch sous la bouche, je vais respirer uniquement par les nez, c'est peut-être quelque chose de jamais vu, et d'ailleurs, ça a été jamais fait. Et donc, j'ai mis en place une équipe des coachs de mon académie Inspire, c'est des coachs en respiration, et aussi des anciens élèves de mes formations et de mes stages, qui ont fait des stages comme toi, hein. Aurélien, dans les Cantal, dans les Alpes, dans les Dolomites, etc. Et je montais cette expédition, l'objectif étant de partir du gate en bas du Kilimandjaro et de monter 35 km sans pause jusqu'à 5900 mètres et redescendre, scotch sous la bouche, sans dormir, avec quelques pauses pour respirer. Et dans les moments où on s'arrêtait pour respirer, on pouvait aussi boire quelque chose et manger. C'était les seuls moments où on enlevait les scotch pour prendre des liquides et des solides, mais vraiment en quantité assez limitée, remettre, répartir. Les pauses étaient autour des 15 minutes en général. Et on a fait ça en 24 heures. Donc 24 heures après, on s'est trouvé au sommet du Kilimandjaro avec une partie du groupe. Pas tout le monde a réussi à faire jusqu'en haut. Chacun a trouvé son sommet à lui. Et ça, je pense que c'est important aussi de s'en rendre compte, parce que cette ascension-là, qui d'un point de vue scientifique et médical est considérée impossible, a été faite avec une échelle d'altitude par rapport à chacun, sans les mal des montagnes. C'est-à-dire que personne a eu aucun problème en termes de santé, ni les mal des montagnes, ni des problèmes de sécurité dans cette expédition, parce qu'on a véritablement été à l'écoute des véritables limites de chacun, en fonction de sa capacité à respirer, de sa capacité à monter une montagne sans s'arrêter. Et on avait un groupe qui était assez hétérogène. La personne la plus âgée avait 68 ans, donc quand même une personne plus âgée qui n'a pas forcément une grosse habitude à la montagne non plus. On avait la personne plus jeune qui avait 24 ans. On avait des sportifs, des non-sportifs, des gens qui courent des ultra-trails et des gens qui ils font au maximum 5 à 10 km des marches de temps en temps. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment préparés pour ça non plus particulièrement, quoi. Exactement. Qui arrivaient un peu donc de on nulle avait part, un groupe. Voilà. Qui faisait un truc complètement, en apparence, complètement fou. Vous n'aviez pas fait de test au préalable de ferritine, tout ça, pour tester un peu s'il y avait des gens qui étaient prédisposés au mal des montagnes? On n'a pas fait des tests sur la prédisposition au mal des montagnes parce qu'avec la technique des respirations que je développais, maintenant je vous explique pourquoi on a fait ça et comment c'est possible de les faire. C'est pas les sujets principaux en fait. Si tu prends un groupe de personnes lambda qui veut faire les Kilimandjaro, le pourcentage des réussites de cette montagne, qui est simple techniquement, est à 40%. C'est-à-dire qu'il y a uniquement 40% des personnes qui démarrent une ascension des Kilimandjaro en 6 à 7 jours réussissent à faire les sommets. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas respirer. Donc l'acclimatation ne suffit pas. L'acclimatation en dormant par étapes en 6 à 7 jours. Par contre, mon groupe voulait les faire en 24 heures. Donc on pourrait se dire que le pourcentage de réussite va être 0 si tu n'es pas acclimaté. Il y avait des chances que beaucoup de gens échouent, ouais, effectivement. Oui, et même que des gens ont le mal des montagnes, donc quelque chose de dangereux. Par contre, moi j'ai développé une approche à la respiration qui permet de sortir de l'hypoxie sur commande. C'est-à-dire que dès qu'on active cette façon de respirer avec une technique que j'ai développée exprès pour ce type de défi, qui est encore différent de celui que j'ai fait pour les marathons, avec les scotch sur la bûche, etc. Ça nous permet une seconde. Ceux qui n'ont pas vu l'échange qu'on a eu là-dessus, je vous mets la vidéo ici, puisque Léo n'a pas commencé par le Kilimandjaro, il avait déjà fait un premier challenge où il s'est préparé quasiment uniquement en respirant, alors qu'il ne vient pas vraiment des sports d'endurance à la base, quasiment uniquement en respirant un marathon, et le double effet qui se coule, c'est qu'il l'a fait aussi avec le scotch sur la bouche. Et ça s'est très bien passé, mais je vous en dis pas plus, c'est pas le sujet de l'épisode, vous pouvez le retrouver au lien ici. Oui, merci Aurélien, parce que tu dis quelque chose d'important, c'est que j'ai pas juste rêvé un jour, demain on va monter au Kili et on essaye. C'est que ça, je savais qu'il était possible parce qu'il y a eu tout un tas d'étapes que j'ai vécues avant.
Effectivement, la première a été courir un marathon avec un scotch sous la bouche en 3 heures. Ça aussi, c'est l'épisode on a déjà fait, donc je laisse les personnes aller regarder s'ils sont intéressants pour voir comment c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas coureur. Moi, je suis ni alpiniste, ni coureur, ni expert en montagne. Ouais, Et ni même très entraîné en endurance. T'as un VO2 tout à fait standard, ouais, en apparence. Ouais. exactement. Je suis pas les champions qui va faire quelque chose d'incroyable. Je suis une personne lambda dans ces sports qui fait quelque chose d'incroyable parce que il utilise un pouvoir inexploité dans la plupart des gens. Et d'ailleurs, je t'ai fait un petit spoiler, Aurélien, mais l'année prochaine, je vais me lancer dans l'Irox. Et là, je vais faire bouger des choses parce que je vais montrer que même quelqu'un qui n'est pas très fort, très entraîné, si sait respirer, peut faire des choses sympas. Donc, mais voilà, ça pour la suite, je ne l'ai pas encore fait. Donc, on va s'arrêter tout de suite d'en parler. Je reviens au Kilimanjaro. Je ne m'y suis pas réveillé un jour en disant je vais défier la science, je vais défier la montagne et je vais monter sans acclimatation en presque 6000 en portant des gens avec moi. Ça serait irresponsable. Première étape, c'était juillet 2024. Je suis allé au sommet du Mont Rose, 4660, donc c'est pratiquement les Monts Blancs, à 200 mètres près, avec un groupe sans acclimatation. On est monté, tout le monde a réussi, personne n'a eu les mal des montagnes, ou personne n'a eu un peu mal à la tête, mais on n'avait pas encore des protocoles de respiration assez précis. C'était le démarrage. Juillet 2025, j'ai fait la même chose avec un groupe. On arrive au sommet du Mont Rose, Capana Margherita, etc., avec un scotch sous la bouche. Protocole de respiration mis en place, personne n'a les mal des montagnes. Une personne à un moment en difficulté, on s'arrête, 5 minutes de respiration et répare. Avril 2025, Himalaya, 5000 mètres. J'amène un groupe au Népal. On fait une balade dans l'Himalaya, dans la partie de mon stage que j'organise une fois par an pour aller dans des vallées du bouddhisme tibétain, pratiquer le froid, la respiration et la méditation. Et on va vers un des lacs les plus hauts au monde où on peut se baigner, les Ice Lake, 4600 mètres. Et dans cette balade, on arrive jusqu'à 5000 mètres. Et là, 2-3 personnes un peu en difficulté sur la respiration, on s'arrête, on commence à utiliser les protocoles de respiration que j'ai développés, on pourra en parler juste après, et ces personnes sortent de la difficulté respiratoire, sortent de l'hypoxie et continuent la balade, tout va bien. Donc il y a eu déjà des étapes qui ont montré qu'au moins jusqu'à 5000 mètres, c'est faisable de changer son protocole respiratoire et sortir d'un état hypoxique. C'est qu'il y a véritablement les problèmes en haute montagne. Alors là, l'idée de faire cette montagne, le Kilimanjaro, parce qu'elle est assez haute et assez basse techniquement. Je vous dis, moi je ne suis pas alpiniste, donc je ne peux pas aller faire des montagnes techniquement difficiles et ça serait difficile d'amener un groupe aussi. Donc j'ai choisi une montagne qui est assez haute, parce que disons presque 6000, mais où un sentier tout simple peut t'emmener en haut. Donc, qui reste de type promenade où il n'y a que les paramètres physiologiques qui rentrent en ligne de compte. Ouais, c'est ça. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Et donc, les défis, les suivants. Marcher 35 km sans pause en partant des 1300 mètres, arriver à 5009 et redescendre sans avoir les mal des montagnes, avec un scotch sous la bouche, en marchant, quoi. Pas en courant. C'est pas un record de vitesse. Et sans acclimatation au préalable, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait des tentes hypoxiques, on n'est pas allé dormir en montagne, on n'a pas utilisé des chambres hypobariques, il n'y a rien de tout ça qui est utilisé. Vous n'êtes pas arrivé une semaine avant? On est arrivé 3 jours avant, mais on était à 800 mètres d'altitude à l'hôtel. Ça compte pas comme une acclimatation. Voilà. Et on monte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été fait. Et quand j'explique aussi à des personnes qui m'ont dit oui, mais les records des courses sous les Kilimanjaro ont été faits sont plus rapides, déjà, c'est des personnes qui sont acclimatées qui les font. Et après, ils les font pas avec un scotch sous la bouche. Donc, ce que j'ai fait est vraiment différent. C'est de la marche, oui. On n'est pas acclimaté et on les fait avec un scotch sous la bouche. Et puis, c'est des performeurs. Ils viennent performer en course à pied et ils partent d'un niveau technique de course à pied qui rentre pas en ligne de compte, là. Oui, et ils auraient peut-être été encore plus vite s'ils avaient fait le protocole. Je pense que ces gens-là qui ont fait les records, ils étaient suffisamment acclimatés pour ne pas trop sentir les effets de l'altitude. Quoique être acclimaté à 6000, c'est pas facile non plus, hein, donc ils sont pas acclimatés à 6000, mais ils sont bien acclimatés. Mais c'est sûr qu'avec les protocoles des respi, ils auraient peut-être eu un aide. Je sais pas si c'est sous les temps, sous la récupération ou autre, mais en tout cas, ça les aurait aidés. Oui, surtout pour donc, on va dire les 1500 derniers mètres. Oui.
la vraie difficulté, c'est vraiment les derniers 1000 mètres. C'est 1100 mètres d'altitude. Ouais. Parce qu'au Cambaz, le Cambaz, c'est le 4008, c'est l'altitude du Mont Blanc. Tout le monde dans mon groupe y est arrivé de façon relativement facile. On avait marché déjà 12 heures non-stop pour le faire. Et on avait parcouru 3000 et quelques mètres d'altitude. Et je sais pas, 25 km, quelque chose comme ça. Et ça, avec un scotch sous la bouche, de gens pas entraînés, mais en respirant bien. Attention, parce que quand je vous dis pas entraîné, je dis pas entraîné à la montagne, à l'altitude, mais on s'est entraîné à la respiration avant. Et on peut détailler comment on s'est préparé pour le faire. Hein, parce restez bien avec nous, on va vous donner les protocoles à la fin. Bien sûr. Et ils ont tous fait ça. Tous ces groupes, des 13 personnes, dont je vous disais des personnes âgées, des personnes pas très sportives, avec un scotch sous la bouche, c'est quand même déjà un exploit. Mais la vraie difficulté a commencé à partir du Cambaz, 4800 mètres, pour arriver à 5009. Et toutes nos vitesses des progressions, ils ont basculé vraiment sur la grosse lenteur. Si au départ on était sur 300 même plus mètres de dénivelé par heure, à un certain moment on est arrivé à 100 mètres par heure et encore. Je pense qu'à la fin on était même plus lent. Et effectivement, les challenges, il est là. C'est pas facile, mais c'est faisable parce que la plupart du groupe est arrivé à 5007. Donc, ils étaient vraiment pas loin du sommet. Les facteurs fatigue, manque d'une nuit de sommeil, aucun stop, enchaînement et tout ça a fait qu'on était 8 à 5007. Et une bonne partie de ces groupes a dit, bon, c'est bon pour moi, j'ai vécu quelque chose de suffisamment incroyable, mais je préfère demi-tour. Et avec 4, on est arrivé jusqu'en haut. Et même les guides du Kilimandjaro, qui sont entraînés, qui sont acclimatés et tout, trouvaient quand même ces challenges engageants, parce qu'il n'y a pas de pause. Et je ne sais pas si toi, tu l'as jamais fait, mais moi, je l'avais jamais fait. Marcher 24 heures sans jamais m'arrêter, c'est quand même déjà quelque chose. Et c'est... Non, j'ai pas fait. J'ai fait les 24 heures du Mans en roller, mais je les ai pas faites c'était en équipe. Donc c'était encore autre chose, puisque c'était des efforts lactiques que tu répètes pendant 24 heures en te repassant le relais. Oui, tu m'avais dit, oui. Et je l'ai pas fait en solo, tu vois, en solo ou même en binôme, où là vraiment tu t'arrêtes quasiment jamais. Enfin, même là, finalement, les mecs s'arrêtent pour dormir, un peu. Il faut une petite pause quand même sur les 24 heures. C'est plus rentable en termes de perf de s'arrêter dormir 3 heures et de rattaquer sur une intensité plus élevée que de ne pas s'arrêter, en fait. Oui, exactement. C'est que les gens ont tendance à faire, même sur un ultra-trail, sur des courses assez longues. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Parce qu'en même temps, nous sommes en altitude, dans un environnement où si tu t'arrêtes de respirer correctement, tu es hypoxique. Donc, dormir égale aller en hypoxie et risquer les mal des montagnes. Donc, en fait, cette option ne se présente pas. Une fois que tu t'engages en dehors de ta zone respiratoire normale, tu tiens à ta technique respiratoire. Et dans toute cette épreuve, moi, pendant 24 heures, sans parler pratiquement, sauf quand j'ai guidé les groupes à des moments pour bien sûr les garder compacts et avoir mon effet fédérateur et des leadership qui étaient nécessaires dans cette épreuve, j'étais en silence avec un scotch sur la bouche connecté à ma respiration. C'était une épreuve où pendant 24 heures, j'ai observé ma respiration. Je l'ai suivie, je l'ai modifiée, je l'ai adaptée. Et c'est quelque chose d'extrêmement méditatif. Donc, on n'est pas en train de transpirer, courir et avoir les cœurs qui s'emballent. On progresse lentement, mais on est totalement présent et concentré sur son souffle. C'est en méditation des 24 heures. En même temps, c'est pas facile. Et c'était beau. On a vécu quelque chose de l'ordre de l'initiatique, parce que c'est les mots qui ont été prononcés. C'était une initiation à quelque chose, à la montagne, au silence, à la solitude, à la marche. On a vécu quelque chose qui nous a appris quelque chose sur nous. C'était pas juste endurer un effort qui aussi nous apprend des choses. Et aussi quand on fait un marathon au 38e kilomètre, on a les murs et on veut lâcher et on se barre contre soi-même. Je vous assure, c'est pas sur les mêmes types de choses. On n'apprend pas les mêmes choses. Là, on apprend un autre élément de soi qui est plus de l'ordre de l'introspection, de la capacité à rester concentré sur un élément vital. Parce qu'en même temps, on peut pas se dire, OK, maintenant je lâche et j'ai marre, je m'arrête. On peut pas.
Si tu es à 5009 mètres, tu arrives au sommet du Kili et tu dis maintenant je n'ai marre, et en fait qui te redescend? Qui respire à ta place? T'as pas le choix en fait, tu dois continuer. Et même si tu n'as marre, et je t'assure qu'il est 13 sur 13, on a tous pleuré un moment dans cette épreuve, on n'a pas pleuré de douleur, mais on a pleuré pour lâcher des fardeaux lourds qui en fait nous empêchaient d'être connectés à son souffle, et ben tu reprends à respirer. Parce que sinon tu survis pas. C'est une question aussi forte que ça. Sentir comment les souffles te permet de rester en vie. Et dans cette épreuve des montagnes, d'altitude, des respirations et aussi des performances, tout cela est uni. Tu as l'aspect physique, tu as l'aspect mental, tu as l'aspect respiratoire, tu as l'aspect introspectif. Et c'est vrai que c'est difficile à décrire. Et même moi, avant de les faire, j'avais pas tous ces éléments parce que je l'avais jamais fait. Il y a même un peu de magie. Il y a une dimension indescriptible qui vient par-dessus tout ça. Comme tu disais, initiatique, peut-être quasi métaphysique. Tu arrives très 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 loin dans l'exploration là. Oui, et en même temps c'est beau, tellement beau que j'ai envie de la refaire. Tellement dur quand j'ai fait ça que j'ai dit jamais de ma vie j'ai fait quelque chose de si difficile, mais tellement beau et tellement puissant dans la transformation que cela amène que j'ai envie de les refaire et de les refaire encore mieux dans le sens d'amener une équipe de scientifiques qui prend des prises de sang, qui montre comment ces techniques peuvent t'amener en dehors de la zone hypoxique, comment tu peux ne pas être malade au mal des montagnes en respirant de cette façon. Et oui, c'est quelque chose de l'ordre du magique. En fait, pour être un peu plus précis, on rentre dans un état de conscience modifié. T'as pas le choix que de rentrer dans cet état et en même temps, t'es aidé par l'environnement. Parce qu'imagine, on démarre au niveau de la forêt tropicale. Il fait 30 degrés. Il y a les singes. À certains moments, on va dans une espèce de steppe des montagnes autour des 3000 où il n'y a plus d'arbres, il n'y a que des arbustes. Il commence à faire froid. Commence à descendre autour des 5. Après, il y a des cactus, des plantes désertiques, les déserts alpins. Tu vois qu'il y a des rochers, il n'y a plus de végétation, on est à 4005, 4000, 4005. Et après, tu arrives à la Lune, c'est qu'il y a de la roche volcanique, tu es au sommet d'une montagne, avec des glaciers autour de toi. Et la température est moins 10, moins 15. Ouais, la température chute peu à peu, ouais, c'est ça. Donc, on a traversé tout ça en silence, s'impose les jours et la nuit, sous des étoiles incroyables, en silence, il n'y a aucun bruit, aucune personne. Et à un certain moment, tu es qui avec ses souffles, qui avec ses pas, à l'unisson avec les rythmes, et tu rentres dans un état de conscience modifié. Tu es bien sûr conscient de ce qui se passe, mais tu n'as pas un état de conscience ordinaire. Tu n'es pas en train de penser, oh, maintenant je dois faire ceci, maintenant je dois faire cela, j'ai ces messages, j'ai ci à gérer. Rien, il n'y a rien de tout ça. Tu es juste là et tu respires, tu marches. Et après, il y a la fatigue du fait de ne pas avoir dormi. Il y a la fatigue. Alors peut-être avant d'aller sur cette fatigue, peut-être parce qu'on parle de magie, tout ça, de démystifier un tout petit peu ces états de conscience. Tu l'expliques bien quand tu parles des différents niveaux, gamma, etc., où tu passes dans la méditation. Peut-être tu peux expliquer aux gens qui connaissent pas trop ces états méditatifs et ce qui se passe réellement. De la même manière que ça vous arrive à tout un chacun de vous auto-hypnotiser ou de vous simplement de vous endormir déjà pour commencer. Donc des états de conscience modifiés, vous en vivez. Et en fait, ce que Léo est en train d'expliquer, c'est qu'on peut les provoquer par la respiration, par l'acceptation, par le lâcher-prise, par la méditation. Et que cette méditation elle peut être très active, en l'occurrence très très active pendant 24 heures. Est-ce que tu peux juste rappeler les grands principes des états de conscience qui sont vraiment, pour le coup, pas du tout de la magie? Oui. On a plusieurs états de conscience qui sont étudiés. On a la conscience ordinaire, on a la conscience méditative, on a l'état des rêves, on a l'état entre les deux. On peut dire qu'il y a 4 états de conscience principaux selon les traditions ancestrales. Aujourd'hui, dans la science moderne, on parle plutôt des fréquences, des ondes cérébrales. Donc, on a des ondes cérébrales classiques, comme nous sommes tous les deux. En cet instant, on les appelle bêta. C'est en fréquence, je me rappelle pas exactement, est-ce que c'est 15, 30 Hertz? Je me rappelle pas exactement la fréquence exacte, mais c'est... Mettez-nous en commentaire si vous la connaissez. Voilà. En tout cas, ça se trouve assez facilement. Après, on a un état bêta activé quand on est stressé. Là, on est anxieux, on est stressé, il y a quelque chose qui nous challenge. Voilà. Après, on peut avoir un bêta très calme, c'est-à-dire qu'on
on dialogue, mais on est posé, c'est plus un échange, un partage entre amis. On peut commencer un peu à descendre dans un état un peu plus introspectif, et on peut descendre vers les alphas. C'est un état qui va un peu plus on lâche prise sous les temps et sous l'espace. On est un peu moins connecté au temps qui passe et à l'espace qui bouge. Et donc, on peut un peu dilater l'impression du temps, on peut perdre la notion du temps, on peut aussi perdre un peu la notion de l'espace, un peu de son corps aussi. Et on peut rentrer dans des états plus méditatifs, des calmes, des paix, des relaxations. Si on descend encore plus loin dans ces états, on peut aller vers les sommeils. Et après, on a des ondes θ et delta qui vont vers les sommeils légers, profonds et paradoxales en fonction de la fréquence. Donc, la fréquence diminue de ces ondes cérébrales, des 15 à 10 à 5, etc. Et après, il y a un autre état qui est un peu moins connu, mais qui est très curieux. C'est les ondes gamma à haute fréquence. C'est donc au-delà du bêta, mais on n'est pas hyper stressé, on est hyper performant. Et on peut être calme et performant, donc énergétique mais présent. Et c'est un état qui est aussi des fois mis en relation avec l'état des flows, ou un état d'extrême facilité à réaliser des tâches complexes et à faire un peu l'incroyable. On peut l'avoir dans les sports, dans les arts, dans l'intuition, plein de choses. Et donc là, sûrement que pendant cette marche, les grands coureurs ont ça aussi dans les épreuves longues, quand ils sont en nature tout seuls, ils courent. Mais en fait, on perd la notion du temps, on perd la notion de l'espace. On commence aussi à perdre la notion un peu du soi, quelque chose qui se mélange. Et c'est sûr que la fatigue, les dépaysements totaux du paysage, l'effet de faire quelque chose de continuel et répétitif change les ondes cérébrales. Moi, je me suis trouvé dans des états assez variés parce qu'à des moments, je devais prendre les groupes et incarner un leadership. Là, c'était bêta, haute fréquence. À des moments, je me perdais dans mon souffle, en silence, sous la nuit, sous les étoiles. Et à d'autres moments, je me suis trouvé clairement avoir des hallucinations de fatigue, en étant conscient, mais en voyant des choses qui n'avaient pas de sens. Et peut-être comme si j'ai rêvé en marchant. Vous voyez, presque avoir des rêves, mais les yeux ouverts. Et donc, j'ai fait un panel des ondes. On n'est jamais dans une seule fréquence, on bouge, et on bouge dans le quotidien, on bouge dans les activités. Et si vous avez l'habitude de faire des respirations, vous le savez, si vous avez l'habitude de méditer aussi. Donc oui, la beauté de ces défis, c'est que ça unit les corps et l'esprit et les mentales. C'est pas une question de performance physiquement, c'est une question de pouvoir vraiment se mettre en cohérence entre son état de présence, sa respiration et son corps. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont réussi mieux cette épreuve, entre guillemets, qui étaient beaucoup moins entraînées, mais beaucoup plus présents à leur souffle que d'autres. Et la clé ici dans ces défis est la respiration. Est-ce qu'ils étaient plus entraînés à la respiration, plus avancés peut-être dans les techniques de méditation et de respiration, ou est-ce qu'à ce moment précis, ils se sont mieux connectés à l'exercice, ils ont plus lâché prise, et donc c'est plus de l'acceptation, ou est-ce que quand même tu vois que tes élèves qui viennent le plus souvent avec toi, qui pratiquent assidûment, finalement s'en sont mieux sortis que les autres? Bien sûr que c'est un peu un mix des choses. Et c'est qu'ils étaient physiquement plus entraînés, ça aide. C'est indéniable. C'est qu'ils avaient plus d'entraînement respiratoire, ça aide. C'est indéniable. Mais il y a une composante des concentrations, présence et lâcher prise qui est très importante. Si on commence à aller sur les suranalytiques, les surréflexifs, et commencer à analyser toutes les choses, on commence à s'épuiser et à sortir dans cet état de présence qui nous permet de continuer. Et on peut rentrer aussi un peu dans la peur en disant « Waouh, je suis à 5007 et là, je suis totalement en dehors de ma zone de confort parce que ma respiration n'est pas du tout à l'aise et donc ça peut être dangereux. » Alors bien sûr, on avait l'oxygène avec nous au cas où, on avait des porteurs, on avait tout ce qu'il fallait, l'équipe des secours. Mais bon, c'est quand même inquiétant. Tout est simple, mais c'est un sentier, ça suffit de redescendre. Tout descend assez vite aussi, donc c'est une bonne nouvelle, ça va pas prendre des jours. Mais il faut pas perdre cette présence et cette confiance dans la possibilité de rester connecté à son souffle. En même temps, si t'es pas entraîné à la respiration et si tu connais pas la technique, tu peux pas y arriver.
Donc, et tout est en question aussi des degrés dans cette histoire, mais j'ai clairement vu des personnes qui sont entraînées en ultra-trail, entraînées physiquement, sportivement, etc., faire moins bien de quelqu'un qui avait très peu d'entraînement, mais qui était mentalement solide, avec une présence sous les souffles, en disant « je la lâche pas, je respire, je suis là et je respire, je respire, je respire ». Donc, et moi aussi, j'ai vu la grosse différence entre un mental focalisé sur les souffles et un mental qui divague. Voilà, donc ça c'est clair. Cette composante fatigue que tu allais aborder tout à l'heure, cette composante fatigue, à un moment donné, en quoi elle joue à la fois mentalement et physiquement sur cette performance finale? Alors, c'est une bonne question, parce que l'année prochaine, je vais essayer de les faire sans mettre la nuit dedans. C'est-à-dire, en essayant le moins possible manger la nuit de sommeil. Un petit peu, on va se réveiller tôt, on va se coucher tard. Mais l'épreuve va être faite pour la plupart sur la phase des veilles. Parce qu'une nuit des sommeils, ça a été un moment extrêmement beau par rapport à la présence avec une nuit étoilée en silence en marchant dans un désert d'altitude et tout ce qui est vraiment les voyages initiatiques. Mais en même temps, c'est hyper engageant parce que tu n'as eu qu'une récupération pendant 24 heures et tu n'as même pas ces 15 ou 20 minutes où tu t'es mis à dormir parce que tu ne peux pas les faire. Et la tentation de fermer les yeux et s'allonger, elle est forte. Et tu peux même presque t'endormir en marchant. C'est pas forcément facile de gérer les côtés sommeil. À plus forte raison, moi qui médite et qui respire, à plus forte raison, si tu rentres dans un cycle quasiment infini, là, de 24 heures de respiration contrôlée, maîtrisée, tu peux d'autant plus rapidement t'égarer, t'assoupir, en fait, être entre deux états. Tu crées un état de somnolence, en réalité. Oui. Donc, tu n'es pas en train de faire des apnées poumons pleins toutes les 15 secondes pour te maintenir actif, comme on le fait aux 24 heures du Mans, par exemple, ou sur des courses d'endurance où on relance le système nerveux sympathique toutes les heures et demie ou 2 heures avec les pilotes, et même les staffs d'ailleurs. Là, tu provoques une situation qui pourrait presque aider des gens qui ont du mal à s'endormir. Faire une marche au frais avec une respiration contrôlée, ça peut être un très bon protocole pour amener les gens à dormir. Oui, et effectivement, mon groupe a été vraiment dans les calmes, dans la tranquillité tout le temps. Vous êtes calme, les gars. Ah oui. Sauf à un moment où il y a eu un petit moment de difficulté au base camp, on peut en parler. Mais il y a des gens qui s'endormaient presque en marchant. Ah ouais. Donc... moi, si je t'avais suivi avec mon état de fatigue global, là, c'est sûr que à 1500 mètres, au dodo, Aurel. Et il y a eu des moments challengeants où les personnes respiraient et on faisait cette pause de 10 à 15 minutes. Donc là, on s'arrêtait pour respirer allongé. Et moi, je devais les garder réveillés. Donc, c'était aussi ma présence qui assurait une certaine zone de sécurité. Et tout seul, tu aurais pu t'égarer. Ouais. Mais quand tu marches, t'endormir, c'est quand même plus difficile. Et bien sûr, la phase la plus challengeante a été la nuit. Au moment où le soleil s'est levé et on a cette lumière du soleil dans les yeux, tu t'endors quand même beaucoup moins, même si la fatigue est là. Ça redonne de l'énergie, ça relance la machine. On ressent vraiment un regain lié au rythme circadien et aux hormones qui est assez puissant, vraiment, vraiment marqué. Et après, ce que tu disais par rapport au système nerveux autonome, c'est important. On n'a pas tous les mêmes réponses du système nerveux. Moi, je sais que j'ai un système qui peut rester à haute activité assez longtemps et aller puiser très, très loin et puis peut-être lâcher après t'es vraiment mal. Mais par contre, il tient. Il peut aller fortement dans les rouges. Il y en a d'autres qui font différemment. Ils se préservent plus, mais ils vont moins dans les rouges du coup. Et donc, il y a moins la capacité de relancer sur des efforts vraiment à l'extrême. Moi, j'ai un système qui fait comme ça. Donc, tu me dis, ouais, t'as l'air fatigué. Moi, j'ai l'impression de gérer et je peux encore continuer jusqu'au moment peut-être je crache. C'est une façon c'est mon système et il est fait comme ça. Je peux pas trop vouloir les changer. Je peux peut-être les prévenir. Je peux faire attention, oui. Après, il y a d'autres systèmes qui se mettent en mode veille plus tôt. Donc, tu vois, ça, c'est après assez individuel. Mais du coup, l'année prochaine, en 2026, j'aimerais bien... Ce qui est là, c'était la première version. Donc, il y a eu tout un tas des ralentissements liés au fait qu'on est en Tanzanie, on est en Afrique, il y a les parcs, les autorisations, les déplacements, les
l'équipe des Tanzaniens qui est magnifique, mais en même temps, ça prend du temps. Et Tout est compliqué. parce qu'on est en groupe. On est un groupe aussi. Il faut savoir que les records du monde des gens qui courent sous les Kili, ils sont tout seuls. Moi, j'avais 13 personnes. Donc, 13 personnes, tu dois aller à la vitesse de plus lent. Donc, il faut aussi considérer ça. Et tu as toute ton équipe des porteurs parce que la logistique pour toi tout seul, tu bois un peu, tu manges un peu, ok, tu l'as dans ton petit sac. Quand tu as toute ton équipe, tu peux pas. Donc, il y a tout ton temps qui s'allonge. Donc, on est parti tard. Donc, on a marché beaucoup dans la nuit. Donc, on est arrivé tard. Et finalement, on a fait 75 km avec 5000 mètres de dénivelé entre 1500 et 6000. C'est un gros ultra trail. C'est pas léger, en tout cas. Comment dire, on n'est pas entre 1000 et 3000 mètres. On est entre 1500 et 6000. Donc, et la plupart du temps est passé en haute altitude parce qu'on est très lent là-haut. Donc, en termes d'effort, même si on marche et on est tranquille, il y a des courses comme les hard rock où on va à 4000 et quelques. Et on sait très bien que c'est hyper challengeant parce qu'ils montent à 4000 et quelques, mais 4000 et quelques, c'est rien par rapport à 6000. Il faut se rendre compte, c'est exponentiel. C'est pas du tout linéaire. Alors, pour être clair, 4006, 4008, c'est facile par rapport à 5009. Mais bien sûr que 7000 et 6000, c'est la même chose, non? C'est exponentiel, ça devient de plus en plus difficile. Ouais. C'est pas du tout linéaire, donc il faut comprendre ça. Du coup, l'année prochaine, je vais changer les timings pour mieux faire et on va aussi mieux se préparer parce qu'effectivement, tu me dis, OK, vous étiez des gens entraînés, préparés. Oui, en partie. C'est-à-dire que j'ai donné un programme d'entraînement des 3 mois avant de se présenter au Kili, principalement orienté respiration, endurance et force musculaire. Mais tout le monde n'a pas forcément suivi tous les exercices comme j'avais préconisé. Alors, voilà, tous les aléas de la vie, les travails, etc. C'est qui nous a amené dans une respiration plus ou moins bonne pour tout le monde, mais en forme physique et pas forcément alignée. Cette année, je vais donner 6 mois de préparation avec des checkpoints, c'est-à-dire des épreuves aussi physiques et pas que respiratoires à pouvoir faire pour se dire, OK, si tu arrives à faire ça, il y a des chances que tu vas faire l'équilibre, mais si là, tu n'arrives à pas les faire, attention, peut-être tu vas pas y arriver à faire l'équilibre. Avec cette cognition aussi de la difficulté réelle de cette épreuve d'un point de vue physique aussi, et pas qui est respiratoire, c'est-à-dire la fatigue, l'effet musculaire aussi de pouvoir marcher, et l'endurance, parce que tu sais très bien... un effort pendant 24 heures, quoi qu'il arrive, bien sûr. Voilà, quoi qu'il arrive, même si tu marches, même si tu es sur un rythme cardiaque bas, à un certain moment, les stress oxydatifs, les lactates, et puis même en pleine, l'immense majorité des gens ne seraient pas capables de marcher 24 heures. Donc... Voilà, exactement. Donc, il y a quand même une notion aussi d'avoir un peu d'endurance pour pouvoir permettre au système de travailler dans des zones plus ou moins cohérentes, non? Et donc, l'année prochaine, ça sera un entraînement sur 6 mois où il y a ces 3 axes des travails musculaires, endurance et respiratoire, avec une grosse partie sur les travails hypoxiques, parce que c'est comment ton corps a réagi à l'hypoxie, comment on la gère et comment on peut en sortir avec une technique que j'ai développée des respirations où on a un mix entre une respiration cohérente, une hyperventilation contrôlée, des apnées hyper précises et tout ça dans un moment statique et la respiration en marchant avec une technique qui s'appelle la HALP que j'ai développée justement pour faire ça, qui est faite en permanence sur des rythmes qui changent en fonction du terrain et de l'altitude, qui bien sûr doivent être calés sur les pas. Donc un peu de complexité, si quelqu'un n'a jamais respiré, ça va pas être facile, non? Il y a plein d'éléments, mais si quelqu'un a ces éléments-là, c'est pas compliqué en soi. Ce sont pas des choses difficiles. Il faut juste avoir la conscience. Mais pour être aussi assez précis, les muscles respiratoires, c'est aussi des muscles. Donc, si tes muscles respiratoires ne sont pas entraînés, la fatigue musculaire va limiter ta capacité respiratoire. Et quand ta capacité respiratoire est limitée en altitude, là, tu risques de ne pas pouvoir continuer. Et c'est pour ça que certaines personnes, ils ont fait leur sommet, et leur sommet était à 5005 au lieu de 5009, peu importe, mais parce que leur capacité respiratoire couplée à leur fatigue physique et leur fatigue musculaire ne leur permettait pas de continuer. Et donc, ils ont été conseillés par moi et par leur bon sens de se dire, OK, là, c'est mon altitude, c'est là mon sommet,
Maintenant, je fais demi-tour pour éviter justement d'aller dans les Sept mal de montagne. personnes, c'est ça? 7 personnes se sont arrêtées avant la fin. Oui, dans les groupes des 13, il y en a 3 qui sont arrêtés au camp base parce qu'ils ont eu une intoxication alimentaire. On est aussi en Afrique, donc il faut aussi prendre ça en compte. Il y a plein des petites Il n'y a choses. pas encore de technique de respiration pour lutter contre l'intoxication alimentaire. C'est difficile, parce que là, c'était quand même quelque chose d'assez fort, assez violent. Ouais. Donc ils ont dû s'arrêter là, mais ils ont quand même fait un bon exploit. C'est déjà juste 4008. S'ils étaient intoxiqués dès le départ, c'est peut-être eux qui ont fait le plus gros exploit, ouais, c'est sûr. Ouais, ils ont fait un bon exploit. Après, les restes du groupe, ils s'est arrêté entre 5005 et 5007. À peu près, c'est vraiment une bonne différence. Et après, avec les 4, les porteurs et les autres, on est arrivé jusqu'au sommet avec les scotch sur la bouche. Peut-être que il y a quand même le phénomène de groupe qui joue aussi, c'est-à-dire qu'une fois que le groupe se fissure sur la vraie performance, j'enlève ceux qui ne comptent pas, qui ont été intoxiqués alimentairement, mais ceux qui s'arrêtent à un moment donné déclenchent peut-être, c'est un peu comme une soirée dont on commence à partir, il y a quelqu'un qui lance la fin, ça devient OK de partir, tu vois. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un phénomène de groupe, surtout si vous êtes comme ça du début à la fin, au moment où il y en a un, puis deux, ça s'en va, et puis il reste plus que ceux qui étaient le plus près, le plus déterminés pour... Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, d'être un groupe solide, ça a aidé. Mais je pense que l'effet que certains, ils ont dû rester derrière, ça n'a pas affaibli les autres. Mais on était vraiment dans une optique, tu peux choisir de faire demi-tour quand tu sens que tu es arrivé à ta limite. Parce que là, on est en train de jouer avec quelque chose où on ne peut pas forcément sous-évaluer. C'est pas une question de fatigue. C'est pas comme un marathon où tu te dis, OK, maintenant j'en peux plus. Si jamais je m'arrête, je m'allonge par terre et je vomis. Non, c'est pas ça. Si je m'arrête, là, je suis en mal de montagne parce que je suis totalement en dehors de ma zone d'acclimatation. Oui, puis c'était une première expérience. Le but, c'était à tout prix de ne pas prendre de risques. Exactement. Donc moi, j'étais vraiment dans une optique qu'à un certain moment, chacun devait s'écouter et il savait mieux que moi quand c'était son maximum. Et véritablement, chacun a donné son maximum parce que j'ai vu tout le monde arriver jusqu'à son vrai maximum quand il disait, OK, là, même en essayant tout ce que j'essaie, tout ce que je peux, je n'arrive pas à suivre. Et en voyant ça, c'est vraiment honorable de pouvoir dire, mon sommet, il est là, il est à cette altitude tout précise, à un pas près. Chacun a fait son sommet parce qu'on avait une équipe de porteurs qui pouvait les relayer, les reporter en bas sans problème. Donc, ils ne devaient pas attendre un point spécifique. Et ça, c'est beau parce que ça permet vraiment à chacun de vivre une expérience forte au-delà du record, au-delà de dire c'était 5009, c'était top des heures, on a fait quelque chose d'incroyable que je suis en train d'essayer de valider avec les Guinness World Records. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ce que chacun a vécu et a appris avec cette expérience. Et je me dis pourquoi je voudrais faire, non seulement pour mieux faire un groupe, mais parce que c'est vraiment une expérience qui peut apporter beaucoup aux gens en termes des transformations, en termes des présences, en termes d'honorer la montagne, en termes aussi de passer un message fort, aussi une autre façon de vivre les dépassements, une autre façon de vivre l'extrême. Et je pense qu'elle est très nourrissante d'un point de vue spirituel. Et tu sais que moi, dans tout ce que j'enseigne, c'est scientifique, c'est fondé, mais j'ai une grosse passion aussi pour l'ancien, pour l'ancestral, et je pense que tout ça doit nourrir aussi une croissance intérieure, parce que finalement, d'être plus rapide, plus fort, mais si on reste aussi bête que quand on était ado, je ne vois pas l'intérêt. Donc si tout ce qu'on vit en difficulté physique, toutes ces épreuves qu'on se donne sportivement, tout ce qu'on gravit aussi dans les mondes matériels ne nous permet pas aussi d'avancer à l'intérieur de soi, je ne vois pas l'intérêt pour dire je suis le plus rapide ou le plus fort. Oui, tu as une médaille, tu as un Guinness World Record, mais je pense que c'est un peu stérile. Donc c'est pour ça que c'est une belle épreuve, et sûrement que les marathons, on avait parlé, c'était une très belle épreuve aussi pour apprendre sur soi, mais on est sur d'autres niveaux là. Sur cette c'est ça, c'est pas le même apprentissage, on cherche pas le même défi, c'est pas les mêmes repères, on n'apprend pas les mêmes trucs. C'est passionnant, ça donne vraiment envie de vivre cette expérience-là. Alors, du coup, le protocole, il mélange des phases statiques, tu disais, et des phases dynamiques en marchant. Donc ça aussi, ça ralentit l'ascension, fatalement, parce qu'il y a des moments où vous vous arrêtez. Oui.
pour refaire le point de respiration et lutter contre le mal des montagnes, enfin, anticiper l'arrivée du... Ah bah, c'est clair. Prévenir l'arrivée du mal des montagnes. C'est clair. Oui. L'objectif n'était de toute façon pas aller les plus vite possible, parce que sinon je l'aurais fait tout seul. C'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de les faire en groupe. Et démontrer que c'était pas un individu très entraîné qui fait un truc incroyable, c'est quelque chose qui fonctionne pour l'ensemble des gens. Et donc, oui, on a pris vraiment le temps. C'est-à-dire qu'on marchait tranquillement, on attendait tout le monde, on faisait des pauses de 15 à 20 minutes pour respirer. Si quelqu'un devait faire pipi, on s'arrêtait. Si quelqu'un voulait manger ou boire un truc, on s'arrêtait. Et donc, on avait des phases statiques où on était assis ou allongé. Et on respirait avec une respiration donc ample, lente et profonde. ALP, quelque chose que j'ai développé. Tu connais Buteiko et Oxygen Advantage, on parle des respirations LSD, si tu t'avais appris, non? Less, slow and deep, une respiration pour travailler l'efficacité respiratoire. Là, on fait pas du tout ça. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire une respiration ample, lente et profonde. Parce qu'on veut maximiser sa capacité respiratoire, mais tout en allant lentement. Profonde, parce qu'on doit partir par les diaphragmes. Et les diaphragmes vont être vraiment les muscles chefs de cette aventure, autant que les jambes. Si on n'a pas les jambes, on ne peut pas monter, mais si on n'a pas le diaphragme, là, on ne pourra pas réussir à respirer en altitude. Un peu lente et profonde, sur un rythme cohérent, des 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Ça, c'est pour la phase statique. On enchaîne un certain nombre de respirations. Constant, pas de blocage à l'inspiration, pas de blocage à l'expiration, 5-5. Un certain nombre de fois, pour ensuite inspirer, faire une apnée poumon plein, un certain temps, expirer, et puis reprendre sur un certain nombre de cycles. Et ça, adapté en fonction de l'altitude, de la fatigue, etc. Ok ? Ça, c'est les protocoles. Plus les phases de 5-5 sont longues, plus le nombre de cycles est important, c'est ça ? Alors, un peu, c'est pas loin, mais il faut considérer la fatigue musculaire aussi. Il faut pas... Et ouais. Il faut juger, en fait, combien on a besoin, et pas en faire plus si on n'a pas besoin, parce qu'on est juste en train de fatiguer les diaphragmes qui déjà doivent bosser. Ouais. Donc, c'est une question de juger combien on a besoin. Et là, c'est pas facile, on est aussi tous différents. Moi, j'ai guidé les groupes avec mon expérience et mes sensations. Après, chacun s'ajuster. Donc, ni trop peu. Et après, ces phases suffisamment amples et suffisamment longues pour s'écharger, mais sans faire trop. C'est pas comme mon respiration hyperventilation breathwork au Wim Hof. C'est pas ça. C'est pas en train de monter pour ensuite aller développer un état de conscience modifié. C'est pas ça l'objectif. Donc, c'est pas ça. Et en même temps, on utilise ces pauses pour réoxygéner. Donc, on doit quand même avoir préparé cette pause, parce qu'à 5000 mètres, 6000 mètres, si tu te mets en apnée, c'est pas bénéfique. Donc, on a besoin de préparer ça. Et ça, c'est la préparation. Ça, c'est pas la préparation. Ça, c'est l'exécution au repos. La préparation en avant du challenge est totalement différente. On va travailler avec beaucoup d'hypoxie, donc des apnées poumons vides, un mouvement ou un statique, donc soit un systémique, soit un musculaire. Bien sûr, les jambes, on va pas faire les bras, c'est moins intéressant. Donc, on va viser aussi des tissus, parce qu'on va pas stresser tous les tissus. On va stresser les tissus des jambes, c'est une épreuve sur les jambes. Et en même temps, un systémique, parce qu'il y a des hormones qui sont produites, il y a des réponses systémiques d'adaptation générale, donc on travaille sur ça. Mais beaucoup en hypoxie extrême. Donc, on va travailler sous l'apnée hypopressive. C'est pas, encore une fois, juste expire, mets-toi en apnée, comme on fait dans certaines techniques, type la méthode Wim Hof, en apnée. Là, on va vraiment tout vider, créer des dépressions et aller s'embouffer des sensations d'hypoxie qui sont pas agréables. Ça, c'était l'entraînement. Ce que j'allais dire, en actif, c'est horrible. Oui, après, chacun respecte son niveau, ses sensations. Mais effectivement, c'est assez désagréable comme protocole d'entraînement. C'est très efficace, oui, mais c'est pas agréable. Donc, il faut aussi vouloir les faire. On a trouvé quelque chose, c'est comme une plante. Elle est très bonne pour ta santé, mais elle est dégueulasse à avaler. Donc, il faut quand même se la bouffer. T'as pas peut-être l'envie tout le temps, tu vois. La respi, là, c'est très efficace pour ton entraînement, mais quand tu les fais, waouh, faut quand même les faire. Même si tu connais, t'as pas forcément envie de les faire tout le temps. Et après, bien sûr,
avoir une bonne maîtrise de ses muscles respiratoires, une bonne endurance de ses muscles respiratoires et une bonne force de ses muscles respiratoires. Tout ça par les nez. Donc il faut avoir une cavité nasale qui soit aussi entraînée. Si t'as pas l'habitude, autant te dire que dès que tu mets un scotch sous la bouche, déjà juste à 2000 mètres, t'es en difficulté. Donc, Tu sais que c'est avec toi que j'ai appris que une bonne partie de mes athlètes respiraient par la bouche à l'effort aérobie. J'imaginais pas le nombre de gens, ça me paraissait tellement évident, et puis on a tellement été éduqués quand même au moins à inspirer par le nez, tu vois, dans le PS, dans l'éducation à la gestion de l'effort, il y a quand même, ce message passe, ok ? Et en fait, je me suis rendu compte que énormément de gens respirent au quotidien par la bouche, inspire, au sens inspire et expire, de manière quasi exclusive par la bouche, y compris dans des athlètes, parmi des athlètes de haut niveau. Et alors là, vraiment, je suis tombé du podec parce que je prenais pas le temps de coacher ça et d'informer les gens là-dessus. Et un peu de la même manière que j'ai réalisé il y a une dizaine d'années en coachant le volley que l'immense majorité des sportifs ne savaient pas sauter, y compris les volleyeurs, y compris à très haut niveau, parce qu'on leur avait jamais appris tout simplement, et qu'ils le faisaient un peu comme ils le sentaient, etc. Et donc tu arrivais à améliorer leur record personnel de 10% juste en leur donnant des techniques avant de coacher les paramètres physiques. Sur la respi, j'ai découvert ça avec toi aussi, que l'immense majorité des gens respirent tellement mal qu'ils sont incapables d'utiliser l'organe de la respiration principale à des fins de respiration. Dans la performance, on tombe de l'armoire, quoi. Bah oui, après moi j'ai fait partie, parce que comme tu dis, on n'a pas appris, donc on sait pas, et on copie des schémas qui sont dysfonctionnels. Dites-nous en commentaire si vous respirez intégralement par le nez, inspirez par le nez, expirez par la bouche, ou faites tout par la bouche. Dites-le nous, ça m'intéresse de savoir, parmi les gens qui nous écoutent, qui est éveillé à ça ou pas. C'est tellement plus efficace, c'est vraiment, c'est un game changer vraiment radical. Et après, c'est pas les seuls facteurs, bien sûr. On n'est pas juste en train de dire ça suffit de respirer par les nez et t'es le plus fort. Mais c'est un game changer incroyable sur comment tu préserves la machine aussi, et comment tu arrives à faire des choses dans la durée. Donc, c'est pour ça aussi que ces défis ont été faits avec un scotch sous la bouche, pas parce qu'on a besoin d'un scotch sous la bouche, mais c'est pour montrer qu'on respire par les nez. Et ça embête. Je t'assure que 24 heures avec un scotch sous la bouche aussi, c'est quand même ces détails-là, on n'y pense pas, non. Mais garde un scotch sous la bouche pendant 24 heures. Tu disais tout à l'heure, on s'arrête pour quelqu'un a envie de faire pipi, on s'arrête. Du coup, ça donne quoi opérationnellement ? J'ai envie de faire foufou. Comment tu dis ? On est ensemble, donc voilà. Ouais. Si quelqu'un a besoin, on fait un geste, on s'arrête. Généralement, on n'a pas trop besoin d'échanger. Après, si vraiment quelqu'un a besoin d'échanger, il a levé un peu, disait faisait un geste, puis nos guides à nous n'avaient pas les scotch. Eux, ils pouvaient parler. Donc, comme ils étaient eux en lien, on disait, on s'arrêtait. Et alors, mon autre question, c'est comment tu gérais le groupe sur les phases d'arrêt et de respiration ? Parce que si l'apnée devient individuelle, et même le nombre de cycles d'inspiration-expiration devient individuel, alors on peut imaginer qu'il y a des écarts de 5 ou 10 minutes entre le premier du groupe et le dernier. Il fait quoi le premier qui finit avant le dernier ? Il se remet à marcher Oui. J'ai fait un choix, Aurélien. J'ai fait le choix de guider et de guider les gens sur des temps que moi j'estimais justes. Okay. Mais bien sûr, il y a ceux qui trouvaient ça juste, ceux qui s'était pas assez, ceux qui c'était trop. Donc je leur donnais toujours la possibilité d'ajouter un petit peu ou d'enlever un petit peu. Et aussi, je leur disais, si vous avez besoin d'en faire une de plus, vous me le dites. Il y a besoin aussi de communiquer un petit peu. Mais tu sais, des fois, tu dois faire des choix pour essayer de porter tout le monde. C'est pas un one-to-one. Je suis pas en train de suivre un pour lui faire un exploit. J'étais en train de monter un groupe au sommet du Kili et je devais mener tout le monde. Donc les plus forts, je les m'appuyais sur lui peut-être pour m'aider pour quelque chose et les pénaliser un petit peu pour aller aider ceux qui étaient plus en détresse. Ouais, on se met au rythme du plus faible, comme tu disais, voilà, pour le rythme de la marche. Sur la respi, c'est pareil, en fait. On faisait ce qu'il fallait pour que le plus faible suive tout le groupe, quoi. Et c'est pour ça que c'était un vrai défi qui n'a jamais été fait. C'est un groupe qui a fait ça. Et ça change toute la dynamique.
Parce que je vous répète, celui qui se connaît parfaitement, c'est un athlète. Il a fait tout ce qu'il faut en altitude. Il a fait ses chambres hyperbariques. Il arrive là, il va exploser un courant le plus vite possible. C'est tout notre type de défi. C'est pas si extraordinaire que ça. C'est OK, il court vite, il respire fort et en super corps. C'est comme les marathoniens qui va plus vite que les autres. C'est quelque chose qu'on connaît. Mais là, c'est un défi d'un autre ordre. Comment on arrive tous à sortir d'une zone respiratoire où, normalement, il y a les mal des montagnes, l'hypoxie et peut-être potentiellement la mort, en étant vivant, en santé et calme. C'est tout notre type de façon de travailler. C'est ça qui m'a intéressé. Donc, et je vais continuer à les faire. Donc, je vais pas juste moi-même m'entraîner à fond pour faire les records du Kili avec les scotch sous la bouche le plus rapide possible. Et je vais continuer à mener des groupes. Je pense que c'est là l'intérêt. Mais en se préparant un peu mieux, on peut aussi aller un peu mieux, un peu plus vite, tu vois. Oui, bah déjà une optimisation effectivement sur l'optimisation du sommeil, comme tu le disais, d'exploiter au mieux les 24 heures. Ça, c'est vrai que ça risque de changer un petit peu aussi le confort de l'expérience, c'est certain. C'est clair, c'est clair. Et en même temps, je suis content de l'avoir fait comme ça parce que c'est que j'ai pu apprendre et vivre en marchant la nuit, en silence, dans des altitudes incroyables, dans des paysages incroyables, avec un groupe porté par cet élan au rythme de nos pas et synchronisé dans nos souffles, est inestimable. Donc, je suis content de l'avoir fait. Maintenant, la prochaine année, on va optimiser un peu les choses. Bon, écoute, c'est super intéressant, c'est passionnant. Merci d'avoir partagé une partie du protocole. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ou que vous aimeriez qu'on approfondisse, n'hésitez pas. Interagissez, donnez-nous votre avis en commentaire. Je suis sûr que Léo viendra m'aider à répondre, qui prendra un petit peu de temps sur les premières semaines où cette vidéo sera diffusée. Léo, vraiment, merci pour cet échange. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas. Il a effectivement ces 4 livres que vous pouvez trouver assez facilement un peu n'importe où. Vous tapez Leonardo Pelagotti et vous les trouverez. Moi, j'ai La respiration pour la maîtrise de soi et l'autre, maîtriser votre respiration. Les deux vont ensemble. Vous les trouvez assez facilement. Léo, il organise des stages de pratique un petit peu partout en France et pas que d'ailleurs. Mais c'est tous les ans, tous les mois, il y a une opportunité de pratiquer. Il emmène des stages aussi dans mon centre de préparation à Paris, à Fitel Station. Et puis, il est actif sur les réseaux sociaux. Vous le trouvez sur Inspire Potential. Merci vraiment pour tout ce que tu partages. C'est vraiment très précieux. J'espère que vous avez écouté très, très attentivement ce qu'on a dit parce que c'est sans doute un des paramètres entraînables les plus sous-cotés qui existent, la respiration. Si vous passez à côté de ça, en fait, tout ce que vous faites est de l'ordre du vernis comparé à la profondeur que vous pouvez obtenir et développer en termes de performance, évidemment absolue, mais aussi relative à vous-même, puisque c'est à la fois une optimisation du système cardio-circulatoire évidente, mais c'est aussi une amélioration du mindset, de la connaissance fine de votre corps et de vos limites psychologiques et physiologiques. Et si vous n'avez pas encore débloqué la boîte à respirer, vous êtes vraiment en train de perdre un temps incroyable et vous êtes en train de passer à côté de quelque chose d'aussi fondamental que la vie. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Explorez ça, testez ça, suivez Léo, parce qu'il va changer votre life. Léo, merci. Tu reviens quand tu veux. Merci. Peut-être la prochaine, ce sera après l'Aerox. En tout cas, bonne préparation pour le Kili l'an prochain. Peut-être que je serai là, peut-être que ce sera que 2027, mais en tout cas, n'arrête pas de m'inviter parce que tôt ou tard, je reviendrai. Et je te remercie pour ça. C'est bien ça, Aurélien. Je vais faire ça. Et puis, merci à toi pour partager ça, effectivement, parce que ça reste sous-coté, peu connu. Et donc, de partager ça, ça contribue aussi à rendre disponible quelque chose d'extrêmement fort que nous avons, sans les savoir. Donc, merci pour ton aide des divulgations et des partages. Et puis, effectivement, comme tu disais, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis un peu partout sur les réseaux. Vous pouvez m'envoyer un message. Allez, si vous êtes resté jusque-là, vous nous marquez Inspire Potential en commentaire. Ça nous fera plaisir. Ça donnera de la force à cet épisode. Likez, partagez, commentez, aidez-nous. On en a vraiment besoin. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.